Optigestion existe depuis 1987. Nous fêterons bientôt nos 40 ans. On a l'un de nos clients ambassadeurs qu'on a vu cette semaine me disait ce qui est intéressant chez Optigestion, c'est que vous avez une forte culture. On la sent, il y a une ambiance, mais il y a aussi une forte culture d'entreprise avec des valeurs. Nous avons un positionnement unique sur le marché, oui. C'est-à-dire que nous faisons pour vous ce que nous faisons pour nous. Ça, c'est très important. On vous l'expliquera tout à l'heure. Quelques exemples d'investissements gagnants sur 10 ans. Notre fonds international qui a fait plus 120% sur 10 ans. Notre fonds Europe qui a fait plus 52% sur 10 ans. Nous sommes aussi des adeptes de l'or avec réplication physique. Nous en mettons dans nos portefeuilles, plus 247% sur 10 ans. Les performances moyennes de nos portefeuilles en gestion équilibrée, plus 45 sur 5 ans, plus 86 sur 10 ans, et une gestion dynamique moyenne, plus 55 sur 5 ans, plus 106% sur 10 ans. Nous sommes ensemble jusqu'à 10 heures. Donc je laisse tout de suite la parole à Pierre-Alexandre qui va nous présenter notre conférencier, que je remercie infiniment, M. Courtois, de venir nous parler de l'IA et en général et de Microsoft en particulier. Et puis nous l'écouterons, bien sûr, et lui poserons toutes nos questions. Je vous remercie d'être là. Merci de votre confiance à tous. Et donc, Pierre-Alexandre, à toi. Bonjour à tous. Cher Jean-Philippe, au nom d'Optigestion, nous sommes très heureux de pouvoir t'accueillir ici ce matin à l'Interallié et de pouvoir échanger avec toi sur des sujets absolument passionnants. C'est des sujets qui sont au cœur de notre investissement, de notre univers d'investissement et de notre gestion de conviction. Alors Jean-Philippe, il y a 1 an, dans le cadre de ton départ de Microsoft, tu prononçais un discours très inspirant dans lequel tu faisais référence à un livre de David Brooks qui s'appelle « La seconde montagne », dans lequel il est écrit, je cite, « Si gravir votre première montagne consiste à progresser dans la vie, y compris à bâtir une carrière, alors votre deuxième montagne est celle que vous devez gravir une fois que vous avez atteint le succès, quelle que soit votre définition du succès. » Jean-Philippe, ta première montagne, personnelle d'abord. On aurait pu parler de ton amour pour le parrain de Francis Ford Coppola, ou pour ton amour pour l'OGC Nice, personne n'est parfait, mais on préfère parler de la qualité et de la profondeur des connexions humaines que tu entretiens avec les personnes que tu rencontres. Ta première montagne est aussi professionnelle, bien sûr. Comment ne pas revenir sur tes 40 années passées chez Microsoft, cette société fantastique dans le top 10 des capitalisations boursières mondiales depuis plus de 25 ans, dans le top 10 des choix d'Optigestion depuis au moins aussi longtemps, qu'on annonçait parfois sur le déclin, qui était parfois décrié et qui a su sans cesse se renouveler. Grâce à Windows, grâce au logiciel et à sa location, c'est le fameux SaaS, grâce à Internet, grâce à l'acquisition de LinkedIn et grâce plus récemment au cloud, à l'IA, dont on va parler un peu plus en détail aujourd'hui. Mais c'est aussi et surtout grâce à celles et ceux qui y ont travaillé et qui ont permis son développement. En 1984, tu arrives chez Microsoft, quand la société ne comptait que quelques salariés en France, 800 dans le monde. À 33 ans, tu deviens DG France. Et enfin, en 2024, après 40 ans, tu quittes la société que tu aimes. Tu es alors président de Microsoft International, vice-président de toutes les filiales et membre du comité exécutif aux côtés de Satya Nadella. 40 ans d'une épopée personnelle et professionnelle absolument incroyable, pendant lesquels tu as énormément appris, et notamment une phrase que tu aimes répéter, dont on va un peu plus discuter aujourd'hui, qui est que la technologie seule ne changera pas le monde de manière positive, mais que c'est la technologie associée à des gens formidables qui le fait vraiment. Aujourd'hui, Jean-Philippe, c'est l'ascension de ta deuxième montagne, qui s'articule autour de 5 thématiques. Ton association Live for Good, qui fêtera ses 10 ans cette année, qui a accompagné 850 jeunes qui ont le désir vital de changer le monde de manière positive. Deuxièmement, tes investissements et ton engagement dans l'entrepreneuriat social et impact. Troisièmement, ton podcast Positive Leadership, où tu reçois des personnes plus qu'inspirantes
Tu considères qu'il faut manager son état d'esprit pour générer son énergie positive, pour la propager vers les autres. Quatrièmement, ton engagement pour l'éducation. Tu es présidente de la Schema Business School notamment, c'est une école à laquelle tu es très attachée. Tu considères que l'éducation est essentielle pour libérer tout le potentiel humain et déclencher des changements transformationnels. Et enfin, cinquièmement, ta passion pour la tech et pour l'IA dont on va parler aujourd'hui. Alors vous l'aurez compris, on va parler de Microsoft, on va parler d'IA, on va parler de son écosystème, on va parler de ses applications concrètes, on va parler de sa rentabilité, c'est un sujet qui nous intéresse évidemment, et peut-être des gagnants et des perdants dans cette course actuelle à l'IA. Cher Jean-Philippe, merci beaucoup d'être avec nous ici ce matin. D'abord, un grand merci, très heureux d'être avec vous ce matin. Échanger effectivement sur une passion qui m'a accompagné et continue de m'accompagner pendant 40 ans de ma vie, chez Microsoft et au-delà. Exceptionnel en 40 ans de tech, et je ne vais pas revenir effectivement sur Gutenberg et la presse, qui a été la première révolution, d'ailleurs on l'oublie souvent. La presse et Gutenberg, c'est la diffusion de la culture, du langage, des langages écrits, et ça a transformé l'humanité. Et ça, je pense que c'est un point de départ important. La machine à vapeur, il y a pas mal d'analogies aussi qu'on retrouve avec l'IA et la technologie. C'est ce que les Américains appellent un enabler, une capacité qui permet à d'autres industries, à d'autres facteurs de production de se développer. Et comme vous le savez, à l'époque, ça a permis de développer la mobilité, les voitures qui ont remplacé les chevaux dans les villes, et les charrettes, etc. L'industrie ferroviaire, les trains. Et qui c'est qui a gagné de l'argent à l'époque, pour reprendre un peu le chart de l'écosystème IA, mais sauce ancienne? C'est ceux qui étaient dans la métallurgie, qui fabriquaient les rails. Il y a ceux qui vendaient des pelles aussi, comme on dit, pour aller creuser. C'est aussi un peu la même analogie avec les chercheurs d'or, vous en rappelez? Ceux qui gagnaient de l'or, en fait, ce n'est pas ceux qui le trouvaient. Il y en a quelques-uns qui en trouvaient, mais c'est ceux qui vendaient les pelles et toute l'infrastructure. Il y a pas mal d'analogies. Et puis ensuite, évidemment, l'électricité, n'en parlons pas, au 19e siècle, Edison, Tesla et autres, qui a été un facteur démultiplicateur pour l'industrie et la révolution, l'explosion industrielle du monde économique, et qui continue de l'être, et que l'on retrouve sur les piliers fondamentaux du développement de l'IA. Qu'est-ce qui s'est passé en novembre 2022? Ça fait que 3 ans. Ça fait 3 ans déjà, mais on dirait qu'il y a 10 ans qui sont écoulés, où effectivement, à l'espace de 2 mois, est apparu ce fameux ChatGPT avec 100 millions d'utilisateurs et maintenant 1 milliard à peu près dans le monde. Ce qui s'est passé, c'est la convergence de 3 facteurs qui se sont développés dans le temps. Le premier, l'IA, comme vous le savez, ça a démarré il y a plus de 70 ans quand même. Donc ça n'a pas d'hier. Aux États-Unis, à Dartmouth, le terme intelligence artificielle en 1956 qui est né. Il y a le fameux test de Turing, vous connaissez peut-être, c'est peut-être vu le film aussi qui est bien fait d'ailleurs sur Turing, qui est ce test invisible finalement où un humain interroge caché une machine et un humain. Et le test consiste à dire à quel moment la machine dépasse l'humain dans les réponses, finalement. Et c'est un test qui a été encore utilisé pendant de nombreuses années. Il y a eu pas mal d'autres points d'inflexion ensuite sur l'IA qui, à l'époque, était basée sur des règles. C'est-à-dire pendant des dizaines d'années, c'était des règles procédurales. On définissait des règles à un programme informatique et qui exécutait. Après, on est passé au paradigme des données, ce qu'on appelle les big data, c'est-à-dire des entrepôts massifs digitaux, bien entendu, pour analyser, traiter, stocker, archiver et donner l'intelligence à des données. Et donc finalement aujourd'hui, il y a 3 facteurs essentiels qui font que l'IA est arrivée à l'explosion au monde de ChatGPT. C'est cette puissance de calcul incroyable et ces fameuses puces dont NVIDIA évidemment est le côté le plus visible, symbolique, mais il y en a d'autres, et qui continuent à gagner en efficacité, c'est-à-dire par traitement dans vos requêtes IA que vous faites au quotidien. Le temps, la puissance de calcul utilisée n'arrête pas d'augmenter et en même temps de plus en plus efficiente. C'est-à-dire que le coût, parce qu'il y a un coût derrière tout ça qui est prohibitif aussi, le coût est en train de diminuer. Mais le paradoxe, c'est le fameux paradoxe de Jevons, vous avez peut-être entendu parler, qui est un économiste qui a dit la chose suivante. Jevons, c'est quand vous avez une innovation, et c'était le cas avec la machine à vapeur, qui est extraordinaire, les coûts baisse en continu du fait de cette innovation, il y a une courbe de coût qui baisse, mais la consommation ne baisse pas, elle accélère. Pourquoi? Parce que c'est devenu une commodité. C'est-à-dire que c'est devenu un usage comme l'électricité tous les jours. Vous avez ensuite un deuxième élément clé, quelque chose de très précieux, qui sont vos données, qui sont plus ou moins utilisées, plus ou moins valorisées, et qui ont une valeur extraordinaire, de la même manière que vos procédures, votre savoir finalement, vos savoirs, vos capacités que vous avez développées, quelles que soient vos industries. Il y a une stratégie de données à avoir, il y a une stratégie d'entraînement de données, il y a une stratégie de conservation de données, il y a une stratégie d'augmentation de données.
la nourriture par excellence de l'IA. Et le troisième facteur, c'est l'énergie. Parce que l'énergie, évidemment, il en faut beaucoup. Je crois que la consommation énergétique aujourd'hui dans le monde, c'est à peu près 415 terawatts. Okay, donc c'est des milliers de millions terawatts. Il y a un trio gagnant, on en reviendra peut-être tout à l'heure un petit peu. Dans l'énergie, aujourd'hui, les États-Unis sont devant, à peu près, je crois, de mémoire, 150, 170, 160, 110 terawatts. Vous avez derrière la Chine qui est à 110 et l'Europe est à 75. Mais vers 2030, quand on va sur l'énergie, la Chine rattrape les États-Unis, va tripler sa capacité énergétique. Donc ça, c'est quand même un facteur considérable. Les États-Unis continuent de bien grandir, mais pas tripler. Et l'Europe va grandir, mais va devenir plus petit en proportion de la capacité énergétique mondiale. Maintenant, c'est vrai que dans ce stack de l'IA, qui était vraiment très intéressant, il y a un peu 5 couches, en fait. Vous avez tout en bas cette partie, finalement, d'infrastructures de base qui sont les sociétés qui vendent des serveurs, qui vendent de la connectivité, les Cisco, on n'a pas parlé, Supermicro, Dell, etc., qui est une partie du marché qui profite aussi de l'IA parce qu'ils vendent des serveurs spécialisés aux sociétés qui font des data centers comme Microsoft et les autres. Mais ce n'est pas énorme en chiffre d'affaires et ce n'est pas énorme en valorisation. Vous montez au-dessus, vous avez la partie layer, la couche de hyperclouds, scalers, les fameux en fait, sociétés à très grosse échelle du cloud. Et vous en avez 3, effectivement. Sur l'ensemble de ces acteurs, vous avez aujourd'hui à peu près un chiffre d'affaires consolidé de plus de à peu près 500 milliards de dollars et des valorisations et des PI pas loin de 8 000 milliards de dollars, les 8 trillions de dollars. Et en fait, si on va au niveau des puces, et c'est à peu près aussi, c'est marrant, 8 000 milliards de dollars de valorisation, ces sociétés. Avec un chiffre d'affaires qui n'est pas très loin non plus de ceux des hypercloud scalers. Il y a ces acteurs qui médiatisent beaucoup l'IA et dont on fait beaucoup parler, parce que ce sont les facteurs d'usage, mais qui sont des acteurs finalement en dehors de Google, comme OpenAI, comme Anthropic, qui sont, eux, avec de petits chiffres d'affaires. Et toutes ces sociétés ne possèdent pas leur infrastructure data center, et donc ont dû nouer des accords avec les hyperscalers. C'est-à-dire qu'il y a un peu des accords, je ne vais pas dire consanguins, mais entre acteurs de l'industrie, finalement assez semblables à ce qu'on a connu dans l'industrie ferroviaire à l'époque, entre les fabricants des locomotives, des rails, etc. Et le meilleur exemple de ça, probablement, est Microsoft, quand nous avons pris effectivement une participation au tout début d'OpenAI, avant que ça démarre, donc c'était pas mal vu, et qui fait que pendant X années, ça s'est arrêté là, mais on continue quand même, on a été en fait le fournisseur exclusif de la puissance de calcul d'OpenAI sur Azure. Et donc ça veut dire qu'on a accès, et on a accès encore pendant de nombreuses années, à toute la propriété intellectuelle d'OpenAI et à tout l'entraînement des données d'OpenAI, et ce qui fait que c'est utilisé par Microsoft dans un produit d'IA qui s'appelle Copilot, que certains connaissent, qui utilise en fait le modèle d'OpenAI, mais aussi d'autres modèles, les plus performants, pour répondre automatiquement à vos emails, pour vous faire des synthèses de très longs documents, vous n'avez pas envie de lire 200 pages d'analyse financière, pour faire une présentation automatisée à partir d'idées que vous avez, et faire un beau PowerPoint, etc., etc. Dans le domaine de la productivité, pour aller plus loin également. Voilà. On est entre les effets annoncés probablement entre, je sais pas, 1500 à 2000 milliards, 2 trillions de dollars d'investissements annoncés pour les années à venir. Et on n'inclut même pas là-dedans les investissements chinois qu'on ne connaît pas, mais qui sont très importants. Il ne faut jamais l'oublier là-dessus aussi, c'est une économie qu'on voit moins. Alors pourquoi et à quoi ça sert? Alors ça sert essentiellement à 2 phases très importantes dans l'IA. La première, c'est l'entraînement des données. Pourquoi ces modèles sont de plus en plus performants? Parce qu'il y a un entraînement de données sur tout le contenu digitalisé du monde finalement. En fait, c'est une espèce. Il y a le mot qui a été utilisé d'aspirateur de données. Alors, ça soulève d'autres questions de propriété intellectuelle, droit d'auteur. Bon, je m'arrête là aussi, parce que sinon, c'est une conférence en tant que telle. Et ils ont un modèle d'entraînement permanent. Et puis, vous avez une deuxième phase qu'on appelle l'inférence. L'inférence, c'est quand vous utilisez Gemini, OpenAI, dans un mode qui dépasse la recherche d'informations, parce que vous avez compris que ce n'est plus un moteur de recherche, l'IA, donc c'est pas juste pour lui dire un nom, une conférence, dada, et puis il vous sort un truc, c'est pas Wikipédia, non. C'est un mode de réflexion. Et donc vous l'avez vu, puisque vous utilisez tous l'IA quasiment, il y a un mode de réflexion rapide, il y a un mode de réflexion plus approfondi, il y a même un mode de réflexion dit deep research,
Moi, j'utilise beaucoup, je fais un podcast, pour préparer mon podcast. J'ai un certain nombre de tâches qui font que pour me préparer à connaître mon futur invité, il y a un vrai job à faire de recherche que j'aurais fait il y a quelques années avec du search. Voilà. Je serais allé voir tous les liens un par un. Après, j'aurais écouté, ça je le fais toujours, des épisodes qu'ils ont eu sur des podcasts, des YouTube, ce qu'ils ont dit, et lu les bouquins. Ça, c'est la partie connaissance personnelle. Et après, c'est préparation de l'épisode lui-même, c'est les questions, le contenu, le contexte, les transitions à préparer. Aujourd'hui, en fait, c'est une inférence que j'utilise, c'est-à-dire que j'ai un échange avec l'IA dans la préparation de mon épisode. Alors, non pas la partie intelligente de tout le dossier qui me prépare, là, c'est un agent que j'ai, et qui me prépare un dossier extrêmement structuré, et puis me pointe sur les ressources dans lesquelles je vais passer du temps. Là, je vais passer du temps à les écouter, voir ce qu'ils ont dit, parce que j'ai envie d'imprégner la personnalité de ce qu'ils disent. Et après, j'ai une partie inférence dans laquelle je vais dialoguer avec l'IA. Et là, l'inférence, c'est les allers-retours de réflexion de l'IA qui vous accompagnent dans votre propre réflexion. Vous avez dû le voir quand vous composez peut-être un mémo, une stratégie, un plan, une analyse. Ça vous permet d'échanger dans un mode de réflexion approfondi avec l'IA qui vous complète finalement et va jouer un ping-pong avec vous pour avoir une valeur ajoutée supérieure. Voilà, tout ça, ça utilise énormément de compute, comme on dit, de puissance de calcul. C'est un peu une course en avant. Ces data centers sont extrêmement utilisés. Les taux d'usage sont énormes. Donc il y a eu beaucoup d'analystes financiers qui ont dit mais tout ça, c'est une course en avant. Oui, il y a beaucoup d'anticipation aussi, je le dis. Mais l'amortissement d'abord de ces data centers se fait en fait, dans la réalité, il dure jusqu'à 6, 7, 8 ans. Ce n'est pas 3 ans. Et il y a de plus en plus de design modulaire de ces data centers qui fait qu'il y a une capacité, en tout cas pour les nouvelles générations qui arrivent, à changer les puces, parce qu'évidemment les fameuses puces de Nvidia ou autres acteurs qui ont des designs très différents vont passer à des niveaux de performance encore supérieurs. Tout ça fait qu'aujourd'hui, les fameux hyperscalers amortissent très bien ces data centers. Et que contrairement aux créateurs de modèles comme OpenAI, ils ont des reins très solides. Quand vous regardez la génération de free cash flow de ces acteurs-là, c'est gigantesque, hein, c'est gigantesque. Et donc, ils ont réellement la capacité financière de financer ces investissements-là. Il y a aujourd'hui 2 types d'acteurs qui sortent du lot en termes de profitabilité, de croissance avérée, confirmée, quarter après quarter. C'est les fabricants de puces, un certain nombre d'entre eux, hein, pas tous, hein, qui sont allés sur les fameuses GPU, les Graphics Processing Units, Nvidia et bien d'autres maintenant. Google, à noter, qui joue sur ce tableau aussi, a une superbe technologie qui s'appelle les Tensor, qui est un modèle en fait modèle d'IA au niveau des puces qu'ils utilisent pour leur propre data center et qu'ils commencent à vendre à d'autres aussi. Donc il y a un flux de revenus à attendre. Et on ne sait pas jusqu'à quelle dimension Google voudra le donner, ou Google pourra vendre également à certains acteurs ses propres puces et est un concurrent de Nvidia. D'accord ? Donc il joue sur les différents tableaux également. Et puis vous avez évidemment les hypercloud, les 3 premiers, AWS, Microsoft Azure et Google, GCP également, évidemment, qui est un acteur important. Et puis vous en avez d'autres, comme Oracle, vous en avez en Chine également, il y en a d'autres que vous connaissez moins. Voilà, vous avez OVH en Europe, qui est un acteur du cloud aussi, qui est là. Et eux, en tout cas, sur les grandes sociétés américaines, il y a clairement des performances financières qui sont au rendez-vous. Les acteurs sur lesquels il y a la plus grande spéculation, au sens propre du terme, c'est effectivement ceux qui sont sur ces modèles d'IA purs et durs, les pure players, comme OpenAI, comme Anthropic et quelques autres, Mistral en Europe, une belle société française, européenne dont on peut être fier, hein, je le dis aussi, absolument. Et là, effectivement, pourquoi ? Parce qu'il y a des besoins de financement considérables pour qu'ils entraînent leurs données, pour qu'ils aient les mêmes capacités qu'un OpenAI qui est monté très vite à une vitesse énorme de compute dont on a parlé. Et donc là, ça suppose des financements assez exceptionnels. Alors, c'est des levées d'argent, il y a des levées gigantesques. Vous entendez, vous voyez des annonces sans arrêt, des milliards, des dizaines de milliards qui sont levés comme ça. Et là, donc, il y a plus de questions. Parce qu'il faut se dire, sur 1 milliard d'utilisateurs à peu près de ChatGPT dans le monde, l'estimation, parce qu'on n'a pas de chiffre, il n'y a pas de reporting officiel, c'est qu'il y a peut-être 60-80 millions d'utilisateurs payants. D'accord ? Donc on a 6-8% peut-être maximum payant. Le reste, c'est du gratuit. Alors, on a connu ça sur Internet aussi, hein, ça existe toujours, hein, le freemium. Et c'est déjà pas mal, hein, 60-80 millions de payants sur des services grand public. Là, je parle de l'utilisateur en tant que personne
qui sort avec sa carte de crédit, son chèque, et qui dit « moi, même si mon entreprise ne veut pas d'IA dans mon entreprise, je l'utilise », ce que font beaucoup d'employés. Il faut savoir que les entreprises disent « moi, je n'ai pas implémenté l'IA ». En fait, un paquet, tous leurs employés utilisent l'IA sur leur téléphone, sur leur laptop en permanence, et avec des données de l'entreprise, qui est un autre problème. Ça, c'est encore le sujet. Par contre, moi, là où je suis le plus optimiste, c'est l'usage de l'IA dans les entreprises. Et ça, c'est un marché considérable. C'est un marché considérable. Alors, il y a eu aussi des études qui disent tout et son contraire. Alors, ces études sur la productivité gagnée par l'IA. Il y a des domaines, des fonctions, des jobs dans lesquels la productivité de l'IA est démontrée. Le premier, c'est la tech, les développeurs, les métiers de développeurs. Il y a effectivement des gains démontrés dans toutes les sociétés de développement de logiciels du monde, sociétés de services, cloud ou pas cloud, SaaS et autres, où vous pouvez gagner de 20 à 30% au moins de productivité de vos développeurs. Ça veut dire qu'il y a des nouveaux métiers aussi qui apparaissent, parce que les développeurs vont travailler avec des agents IA. Je n'ai pas encore parlé d'agents, mais qui sont ces facteurs d'IA autonomes qui vont prendre des tâches de bout en bout, comme par exemple le test. Quand vous créez des logiciels, vous produisez, il y a des fonctions de testing qui ont toujours été utilisées chez Microsoft pendant 40 ans. Là, il y a des testeurs. Maintenant, c'est des agents qui font ces tests, avec des scénarios automatisés, qui font des simulations, et donc ils vont aller chercher les bugs, comme on dit, qui sont les logiciels, les softwares, et optimiser ce testing d'une manière très très grande. Et donc le métier de développeur est un métier prouvé, oui, déjà dans toutes les sociétés de technologie, certaines avancent plus vite que d'autres, il y a une optimisation qui est en train de se faire sur ce métier-là. Il y a d'autres métiers au niveau clairement des contenus, la production de contenu. Je pense à tous les métiers autour du marketing, de la communication, dans lesquels, j'aime beaucoup cette image d'ailleurs, il y a un blogueur connu dans l'IA qui s'appelle Ethan Mollick, qui fait un blog très intéressant, qui est un professeur aussi à l'université américaine. Il dit finalement l'IA peut être votre centaure ou votre cyborg. Le centaure, vous savez, c'est cet homme cheval. Et en fait, l'homme cheval, il y a une démarcation claire entre le torse de l'homme et puis il y a la partie cheval. Ça veut dire qu'il y a une délimitation claire entre le job, la tâche que fait l'humain et la tâche que fait l'IA. Vous allez faire un compartimentage de vos tâches. C'est comme ça que les jobs sont en train d'être redéfinis avec l'IA, parce qu'il n'y a pas un job pareil. Et chaque job, vous avez un certain nombre de tâches, plus ou moins répétitives, plus ou moins créatives, plus ou moins automatisables. Ça dépend de tas de facteurs, c'est très complexe. Et dans lesquels vous allez pouvoir passer en mode centaure pour être plus productif. Et puis il y a le mode Robocop. Et le mode Robocop, c'est là où il y a une interaction tellement intime entre l'homme et la machine et l'IA qu'on ne voit plus la séparation du torse et du cheval. Et l'exemple que je vous donnais et qu'on a dans plein de fonctions différentes cognitives, de réflexion, comme ma préparation de podcast, qui est un exemple très simple, de préparer mon contenu, je ne parle pas de la tâche de recherche de la matière, mais de mes questions, de mes transitions, là je suis vraiment en mode Robocop, où j'échange avec mes émotions, avec mon profil, avec ce que j'ai envie de dire, avec ce que j'ai perçu de mon futur invité, des idées de dialogue, et je vais dialoguer avec l'IA pour arriver à ce qui va me satisfaire avant de démarrer mon épisode. Voilà. Et vous avez ça dans des tas de métiers, de communication, de marketing, de créativité. Vous allez co-composer, vous voyez aujourd'hui beaucoup, parce que l'IA est aussi multimodale, on n'a même pas parlé, c'est pas que les mots, c'est pas que le langage écrit, c'est la voix bien sûr, c'est la vidéo, c'est les émotions qui peuvent être perçues également. Toutes les entreprises du monde sont en train, à un degré de maturité plus ou moins important, de s'emparer de l'IA, mais elles doivent réfléchir vraiment fondamentalement. D'abord, quel est le capital de données, de savoir que je possède et comment est-il accessible? Parce que c'est pas tout dire. Si tout est dans ma tête, ok, c'est bien, mais ça va pas être simple pour passer ça à l'échelle, comme on dit. Donc il y a cette partie-là. Il y a une partie évidemment très importante dans la réflexion de ces métiers et de savoir réinventer ces métiers selon les fonctions et les processus. C'est-à-dire qu'au-delà d'un job, toute entreprise, quelle qu'elle soit, dans cette salle, vous avez des processus, un processus de service client, répondre à une réclamation client. Ça, c'est un scénario où l'IA, actuellement, fait des pénétrations énormes. Dans les fameux call centers qui sont aux Philippines ou autres, je peux vous dire que là, il y a des changements considérables, là, des disparitions de jobs aussi, parce que pour des premiers niveaux de traitement de plaintes clients, en fait, l'IA fait mieux que l'humain. Clairement, fait mieux que l'humain. Dans des cas plus sophistiqués où il faut monter, pas simplement en expertise, mais en traitement émotionnel de la demande client aussi, parce qu'il y a le côté émotionnel, même si l'IA peut aller
assez loin là-dessus, il faut le savoir aussi. Là, il y a une escalade qui se fait naturellement au niveau de l'humain. Et là, on est un peu dans le mode, j'allais dire, Centaure, où on compartit les chats, on dit tout ça, c'est l'IA qui va le traiter automatiquement avec des agents. Et puis dès que ça devient un niveau défini de telle manière, émotionnelle, expertise, complexité du cas client, j'ai un humain qui va répondre au téléphone ou qui va répondre à votre demande. Il y a une profusion de cas d'usage et d'innovation, de productivité dans l'entreprise qui va être gigantesque. Maintenant, c'est pas dans le trimestre qui vient. Donc moi, je suis toujours... Bill Gates était un des premiers à dire ça. Sur toutes ces révolutions technologiques, il faut voir la décennie, les 10 ans qui viennent. Et sur les 10 ans qui viennent, et c'est déjà très avancé, il va y avoir des changements profonds, au plan économique, au plan sociétal, par l'IA. Dans l'imagerie médicale, comme vous le savez, c'est incroyable en termes de qualité, en termes de recherche également autour du cancer. C'est-à-dire l'accélération dans les process de discovery, dans les laboratoires pharmaceutiques, est réellement en train d'être changée de manière très profonde pour gagner, compacter du temps. La recherche de nouvelles molécules identiques, les grands labos du monde, centres de recherche. Donc ça ne donne pas que de l'espoir. Il y a des startups qui se lancent là-dessus, comme celle de Reid Hoffman, l'ancien fondateur de LinkedIn, qui est en train d'essayer de craquer avec l'IA tout ce mode de découverte, finalement, avant j'allais dire, les essais cliniques d'une molécule, de découverte médicale. Les modèles actuellement d'IA sont développés sur ce qu'on appelle les modèles de transformer. C'est pour ça qu'on parle de GPT, il y a la notion de transformer. Le modèle transformer, c'est un modèle en fait qui utilise des tonnes de données pour analyser d'une manière prédictive le contexte du langage, de ce que vous écrivez. C'est-à-dire il va pondérer, avec cette puissance de calcul en parallèle, le poids de chaque mot et de ce qu'il représente par rapport au mot suivant ou la construction de l'idée que vous êtes en train d'exprimer. Donc ça va très loin et ça a été la rupture par rapport aux IA de règles qui existaient avant et qui ont permis et qui permettent avec l'entraînement des données d'aller très loin. Maintenant, est-ce que c'est le modèle ultime ? Probablement pas, non. Et il y a d'ores et déjà des gens qui ont fait sécession, notamment l'ancien CTO de OpenAI, qui a parlé de ça récemment, et même si ce n'est pas trop dévoilé, il a lancé une start-up, il a évidemment levé quelques milliards, comme ça, alors qu'il n'y a pas de revenus, il n'y a rien pour l'instant, c'est de la recherche, mais ça marche comme ça aux États-Unis, ça va très vite. Et dans lequel, lui, il essaie vraiment justement d'aller capturer un modèle très différent de l'apprentissage. Apprentissage pas par la préparation des données, mais il dit finalement aujourd'hui ce que l'IA ne sait pas faire, c'est prenez un gamin, un adolescent qui apprend à conduire, il apprend à conduire en 10 heures à peu près. C'est la moyenne. Hein. Ce qui est propre à l'humain, c'est cette capacité en quelques heures d'apprendre au travers d'expériences nouvelles quelque chose de nouveau et de savoir l'utiliser. Et ça, aujourd'hui, l'IA ne sait pas le faire. Est-ce que la prochaine IA saura faire ça ? Ça, c'est un des enjeux. Donc, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Un autre enjeu, c'est ce qu'on appelle les modèles du monde, les world models. C'est-à-dire, c'est une IA, évidemment, qui va au-delà, finalement, de cet échange, que ce soit OpenAI et d'autres, avec de la voix ou autre, mais qui va être totalement immersive, avec vos sens, avec la vue, avec l'apparence physique. Et là, c'est aussi bien... Il y a des accessoires, et donc il y a Meta, notamment évidemment avec ses lunettes. Vous avez OpenAI qui va sortir un produit on ne connaît pas. Ils ont pas débauché parce qu'il avait déjà parti d'Apple, Johnny V, qui avait créé effectivement l'iPhone, pour créer un device embarqué que vous aurez sur vous, on ne sait pas de quelle forme il est encore, ne demandez pas, et qui va être votre compagnon de vie, qui va sentir tout ce qui se passe autour de vous, émotions, etc. Et puis ça va beaucoup plus loin les World Models, parce que c'est une simulation du monde, un peu de jumeaux numériques totalement immersifs. C'est-à-dire c'est une représentation industrielle de tout ce qui se passe autour de vous, c'est une représentation de l'espace, et être capable finalement d'être injecté dans des robots. On a parlé de robotique, et qui est quelque chose qui commence à avancer de manière très intéressante sur certains scénarios, notamment d'usines, d'entrepôts. Mais on attend des ruptures de modèles d'IA, et il y en aura certainement un dans les 10 ans. Lequel ? Je ne sais pas, ça faudra bien miser. C'est un gigantesque enjeu géopolitique qui va dans le domaine de la défense, qui va dans le domaine de la vision de la société, qui va, à 10 ans, ça aura un impact gigantesque. Et contrairement à ce qui s'est passé sur l'Internet en pas mal d'années, même s'il y avait déjà des fractures, là, il va y avoir une division du monde en plaques tectoniques gigantesque, accélérée par les modèles d'IA, absolument.